Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Bonjour à toutes et bel après-midi. Aujourd'hui, nous sommes au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Nous allons faire découvrir deux auteurs congolais. Le tout premier, c'est Jean-Rodrigue Ngakoso, qui est auteur de 2 livres. Le tout premier, c'est Les larmes d'une mère et le second, c'est Le collier de la mort. Le deuxième auteur, madame, messieurs, c'est monsieur Pensée Sem Essi, qui vous propose un recueil de poèmes intitulé L'écume des mots. Sans plus tarder, madame, messieurs, découvrons ces 3 livres. Il s'agit d'une femme qui, à la suite de nombreuses fausses couches, va enfin enfanter d'un fils auquel elle va donner le nom de Matoubou. Et ce fils va à un moment donné de sa vie se retrouver dans un pays européen, un pays imaginaire inventé par l'auteur, un pays qu'on appelle Séfra. Et il va se retrouver au Séfra de manière miraculeuse, puisque c'est à la faveur d'une guerre dans son pays, le Gongo, qu'il va se retrouver en Europe. Et en Europe, il va miraculeusement, je le dis encore, rencontrer un couple dont le mari est ambassadeur, l'ambassadeur Lobby. Et ce monsieur va adopter cet enfant. Il va lui donner une dose de la politique. Il va tout faire pour que ce jeune homme soit préparé pour la succession du président Taka qui dirige le pays Ganko. Malheureusement, ce fils qui est adopté par le couple Lobby va comme subir ce qu'on appelle par le lavage du cerveau. Le couple Lobby va tout faire pour faire oublier à cet enfant ses origines. Alors dans ce roman, l'écrivain soulève la question primordiale, la question des origines. Qu'est-ce que l'assistance peut retenir du collier de la mort? Le collier de la mort, c'est une histoire, là aussi une histoire triste. L'histoire d'une fille abandonnée au bord de la rivière Madoukou. Une fille au nom de Nodi qui sera abandonnée par ses parents parce que sa naissance était suivie d'une révélation d'un oracle qui avait prédit, un oracle qui certainement a parlé au travers de la sage femme qui a accompagné sa maman dans l'accouchement. Cet oracle, disons, cette sage femme avait révélé à la mère de Nodi que cette fille, si bien qu'elle est née, elle ne fera pas long feu. Elle va vite mourir. Alors la maman est prise de peur. Comme toute mère, ne voulant pas voir son enfant mourir entre ses bras, ne supportant pas la mort d'une fille ou bien la mort d'un enfant, elle va prendre l'option de jeter l'enfant au bord de la rivière Madoukou dans l'espoir que quelqu'un pourrait prendre l'enfant, l'élever et plus tard faire d'elle une femme que tout le monde va apprécier. Alors, ironie du sort, c'est un couple dont le mari s'appelle Jules. Le couple va ramasser l'enfant au bord de Madoukou, comme je viens de le dire. Cet enfant va en quelque sorte grandir. Excusez-moi, le couple, le mari s'appelle Jean, puisque Jules viendra après. Cet enfant sera élevé. Elle sera élevée sans connaissance de ses parents biologiques. Elle considère ceux qui assurent sa croissance comme étant ses parents biologiques. Malheureusement, arrivera un moment où elle va savoir la vérité, elle va découvrir ce que c'est que son histoire, mais après avoir bénéficié de la générosité d'un homme, j'ai cité M. Jules, un des voisins du couple Jean, qui, connaissant bien la triste réalité de cette famille, va prendre en charge la scolarité de cette fille à distance, puisque après son baccalauréat, elle va se retrouver au pays du vieux père, du vieux Sédar Senghor. Il va se retrouver à Dakar et les frais de sa scolarité seront
assurée par monsieur Jules. Et malheureusement, à la fin de l'histoire, cette fille va connaître un rebondissement dans sa vie. Parce que ce qui caractérise cette fille, c'est le fait que la fille est animée par l'esprit de la convoitise. Elle veut à tout prix avoir ce qu'elle observe chez autrui. Elle veut à tout prix faire ce que fait l'autre ou ce que font les autres. Voilà comment elle va tomber sur un homme qu'on appelle Robert, un homme qui est un jeune pétrolier, détenteur un collier d'or de par son apparence, mais dont le contenu suscite ou bien peut causer la mort. Voilà comment cette fille va subtiliser cet objet qui est le collier. Elle va aller avec ce collier à Dakar. Ce collier va en quelque sorte entraîner tout son entourage dans une situation qui ne va pas l'arranger. Monsieur Pensée, Sème, Essai, il s'agit des poèmes. Lorsque nous sommes dans le domaine poétique, nous ne sommes pas dans un même thème. Il y a des thèmes qui défilent, mais ce qui est de particulier dans ce roman, c'est le fait que l'auteur pointe du doigt les mots qui minent ou bien qui rangent la conscience et le cœur. Il est un peu là dans le domaine sentimental, dans ce que les êtres humains ont de particulier. Nous avons chacun ici des cœurs qui battent, nous avons chacun de nous des problèmes, mais à travers ce livre, l'auteur essaie à sa manière de parler des problèmes que tout le monde peut rencontrer dans la vie, des problèmes qui se posent et qui se poseront toujours aussi longtemps que nous serons sur Terre. Et là-dedans, il aborde également la politique, comme l'a fait d'ailleurs M. Jean-Rodrigue Ngakosso. Je crois que j'aurai l'occasion de parler du volet politique qui se dessine dans les deux romans. Madame la coordonnatrice, chers participants, voilà ce que nous pouvons retenir de ces 3 livres. Il faut ajouter à ces 3 livres le roman La dernière injection de Madame Dagmar Nema. Malheureusement, elle ne fait pas partie de l'assistance. Alors, ce livre, pour être bref, c'est un livre qui porte sur le récit. Ce livre, en dehors des 3 premiers dont je viens de parler, a une particularité. Parce que dans ce livre, c'est la voix d'une fille qui parle. C'est la voix d'une fille qui a assisté à la mort de son père, qui a été emporté par ce que les médecins appellent l'insuffisance rénale. Fidèles téléspectateurs, vous venez de suivre la présentation de ces 3 livres. Nous l'avons dit tout au début de cette émission que nous étions donc avec 2 auteurs congolais, M. Jean-Rodrigue Ngakosso et M. Pensée, Sème, Essai. Monsieur Pensée nous proposait donc un recueil de poèmes et Monsieur Rodrigue Ngakosso nous proposait 2 livres, Le collier de la mort et Les larmes d'une mère. À l'instant, place au jeu questions-réponses avec les élèves de Saint-Luc Marissa. Le collier de la mort peut être considéré comme le journal intime de Gauthier. Quand vous allez lire le livre, vous allez constater que c'est le personnage principal ici qui raconte. Mais à la fin, vous allez constater, si vous avez lu jusqu'à la fin, la dernière phrase, je demanderai à monsieur, lisez-nous la dernière phrase de ce livre-là. Ainsi finit l'histoire de la charmante Nodji, aux rondeurs irrésistibles qui convoitaient la belle vie. On se rend compte que c'est plus Nodji qui raconte, mais c'est l'auteur qui parle ici là. Donc au début, vous allez constater que c'est le personnage principal qui raconte, et à la fin, on dit ainsi finit l'histoire de Nodji. Donc en lisant le livre, vous allez faire la distinction entre la voix de l'auteur et la voix du narrateur. Voilà pourquoi je vous ai demandé au début, lisez profondément le livre. Mais la question elle est pertinente. Donc vous avez là son journal intime, mais qui n'est pas raconté par Nodji. Quand vous allez lire, vous allez disséquer ces 2 voix-là. La voix de l'auteur et du narrateur. Je ne sais pas si on se fait comprendre.
Donc au début, tu as l'impression que c'est Nodi qui parle d'elle-même. Mais en lisant les paragraphes, tu vas distinguer la voix de l'auteur que je suis et la voix de Nodi. Donc d'un côté, il y a son journal intime, mais pas forcément. Et ce n'est pas ce journal intime-là qui fait l'intégralité du roman. Donc il y a ces séquences-là que vous allez comprendre. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, vous allez continuer à lire. Je pense qu'il y aura d'autres activités, on reviendra encore. Je suis très content de ta question. Je te renvoie encore dans la lecture du roman pour mieux comprendre ces aspects. Vous allez comprendre quelque part, Nodi qui n'a pas beaucoup étudié m'a dit je voulais organiser des conférences. Mais comment il allait organiser ces conférences? Là, c'est plus Nodi qui parle. C'est l'auteur qui exprime ce qu'il a dans le cœur. Et je t'encourage à beaucoup lire ce roman. Je pense qu'en lisant, tu vas comprendre ces aspects. Pour l'instant, tu ne pourras peut-être pas aller en profondeur comme un monsieur, comme votre enseignant, qui a su décortiquer ces deux romans en peu de temps. Mais avec le temps, tu vas comprendre. Je pense qu'avec des exercices que vous allez faire ici, tu vas mieux comprendre cela. Je suis élève au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Je m'appelle Pambou Achal Jeseskecha. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Rodin Gapousson. Monsieur, quand nous lisons le collier de la mort, nous remarquons que le résumé ne concorde pas avec l'histoire racontée dans le roman. Pourquoi cette différence? Si, je dirais que le résumé concorde. Monsieur, le modérateur, est allé dans la profondeur du livre. Il est parti du point A jusqu'au dernier point. Le résumé, je donne l'essentiel. On donne l'idée au lecteur. Mais après, on ne se limite pas là. Il faut aller lire le contenu. Ici, on vous dit que c'est une fille qui est née abandonnée par ses parents. Un bon matin, découvre que ceux qu'elle croyait être ses parents ne l'étaient pas. Oui, c'est vrai. Et donc, elle va entreprendre des recherches. C'est ce qui est expliqué dans le contenu. C'est de là qu'elle embrasse sa relation d'amitié avec sa voisine du quartier, Léna. Donc, les deux vont fréquenter le même lycée, ils vont aller à Dakar ensemble. Mais Nodi, c'est une fille qui est le contraire d'Elina. Donc ici, j'ai présenté les facettes de deux filles. C'est fréquent dans toutes les écoles, on en trouve. Vous avez ici une école où vous allez comprendre ces choses avec le temps. Moi aussi, j'ai été sur le banc de l'école comme vous, j'ai été au lycée, mais je ne comprenais pas. C'est après les études que je comprends qu'il y avait deux facettes de filles. Ça, c'est un récit. Et c'est une histoire, c'est la vie quotidienne que j'ai racontée ici. D'un côté, des filles qui ne convoitent rien. Vous voyez, Nodi, c'est une fille qui veut du luxe. Elle veut être à la hauteur. D'ailleurs, le lycée qu'elle a fréquenté, comme disait sa maman, je ne sais pas si si monsieur le modérateur est arrivé jusqu'à ces points, ce n'était pas un lycée qui ressemblait à son train de vie. En temps normal, elle ne pouvait pas fréquenter là-bas. Mais comme c'est une fille qui convoitait beaucoup, elle a fait de son mieux pour se retrouver dans ce lycée-là. Et c'est là-bas qu'elle découvre la vie du luxe. Elle va fréquenter avec des enfants des pentes de ce pays. C'est de là que sa convoitise va prendre ampleur. Donc elle va dérober un collier. Au début, elle ne savait pas que ce collier-là procurait la mort. Mais c'est avec le temps qu'elle se rend compte des méfaits de ce collier-là. Elle est à Dakar, mais c'est un collier qui n'est pas ordinaire, c'est un collier qui est particulier. Pour le garder, il faut beaucoup de sacrifices. Mais Nodi ne savait pas. Quand elle a su cela, elle ne pouvait plus remettre parce qu'elle était arrivée à un stade où elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin de livres dans l'opulence. Elle a gardé le collier, mais elle a sacrifié beaucoup de choses. Donc c'est la différence, j'ai voulu créer la différence entre Nodi et Elena, montrer un peu la convoitise, comment elle nous emmène, le côté sombre de la convoitise ou le côté opposé de la convoitise.
On peut convoiter quelque chose, mais on oublie les méfaits de ce que nous convoitons. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais je vais me mettre à votre niveau. Donc ici, c'est le résumé simplement. Je ne peux pas prendre le contenu, vous allez lire les larmes d'une mère. Je n'ai rien mentionné de la politique sur la page de couverture. Mais c'est dans le contenu que vous allez ressortir cela. Donc le résumé ici, on ne met pas tout le livre. On met l'essentiel. Et ça, le but, c'est d'attirer l'attention du lecteur. Quand on pose un livre sur les étalages des bibliothèques et des librairies, le lecteur ne lit pas le contenu. Le lecteur lit seulement quelques phrases. Je pense qu'en lisant ici, ça vous attire, ça vous captive et ça vous pousse à acheter le livre. Je m'appelle Borongo Lessing Raïna. Ma question, je voudrais juste savoir, est-ce que vous avez vécu à Dakar pour aussi bien connaître la ville de Dakar, le déroulement des études qui se trouve à Dakar, dans le collier de la mort? C'est une question pertinente. Lorsque vous lisez le roman, vous avez l'impression que l'auteur a vécu à Dakar. Mais l'écriture, ce n'est pas seulement rester dans l'imagination, c'est aussi un travail de recherche. Moi, j'ai décidé d'écrire. Je ne m'oppose pas, je suis différent de mon frère qui lui place les mots. Mais moi, je m'envole dans le monde imaginaire. Je me soumets aux exigences de l'inspiration. Vous voyez, je crée un monde auquel je place des personnages et j'attribue des rôles à ces personnages-là. Mais ici, j'ai voulu faire ce brassage entre la fiction et la réalité. Mais pour arriver à décrire cette réalité-là, il faut faire des recherches. Donc, l'écrivain, voilà pourquoi pour toi qui as posé la question, il faut beaucoup lire ce livre parce que tu vas te retrouver à Dakar en étant au Congo. Et tu vas découvrir Dakar avant d'y aller. Parce qu'il y a un peu ce brassage de culture là ici. Vous allez, en lisant, découvrir que j'ai parlé un peu en Wolof, avec beaucoup de lacunes, mais dans le tome 2, parce qu'il y aura un tome 2 de ce roman-là. Vous allez maintenant mieux comprendre la vie à Dakar. Donc, je ne suis pas encore allé à Dakar. Je suis allé à Dakar dans l'écriture. Voilà, c'est un peu ça. Je ne suis pas encore allé à Dakar. En écrivant dans les 2 semaines, j'ai commencé à écrire ça le 7 mai et le 25 mai, j'avais fini. J'ai beaucoup fait de recherches sur Dakar, sur la vie à Dakar, les talibés, comment ils vivent, c'est des enfants de la rue, comment on les appelle vulgairement. Donc j'ai consacré pratiquement une semaine sur l'internet. J'ai beaucoup d'amis qui étudient là-bas. On discutait sur la vie à Dakar, comment ils vivent. Ils ne savaient pas que j'étais en train d'écrire un livre. Et aujourd'hui, ce livre est beaucoup attendu à Dakar. Tout le monde veut lire le collier de la mort parce que dans ce livre, j'ai traité un peu le quotidien des étudiants étrangers à Dakar, comment ils vivent. Certains qui ont déjà lu se sont retrouvés là-dedans. Je suis élève au complexe scolaire Saint-Luc Marissa. Je m'appelle Delo Vissalza. Dans Les larmes d'une mère, j'ai remarqué que l'histoire politique racontée est approximativement pareille avec l'histoire de notre pays. Est-ce que vous faites allusion à l'histoire passée de notre pays ou vous parlez d'autre chose? Vous voyez, dans Les larmes d'une mère, je suis dans l'imagination. Partant des noms des personnages, des noms des pays, quelques pays, je suis dans le monde imaginaire. J'ai écrit ce livre en 2015. Là, on n'avait pas encore un premier ministre. N'est-ce pas? Et pendant que j'écris le livre, on tombe dans la période du référendum. C'est bien après qu'il y a eu la nouvelle constitution. Donc le livre est écrit avant. Mais ce livre, en l'écrivant, c'est mon premier, c'est l'expérience que j'ai vécue. Je ne savais pas exactement ce que j'écrivais. J'étais comme en extase. C'est après que je me suis rendu compte que j'ai écrit quelque chose qui a un peu de traits similaires avec le coup. Mais sinon,
Ce n'est pas le Congo. C'est mon monde à moi imaginaire, comme j'ai su le dire. Certes, l'écrivain, fils de son époque, il écrit ce qu'il vit de son époque et de son temps. Mais le roman, la particularité, c'est l'imagination, la fiction. Il n'y a rien de politique de notre pays ici qui se retrouve. C'est l'imagination, vous êtes encore élève, vous avez poussé votre réflexion loin, mais je sais que vous allez être confronté à ce genre de questions. Vous qui avez eu l'opportunité de discuter, d'échanger avec l'auteur. Je suis élève du complexe scolaire Saint-Luc Marissa. Je m'appelle Okamba Rokla. Dans le livre, le roman, Collier de la mort. En fait, ce que je ne comprends pas à propos de l'histoire de la rivière Madoukou, est-ce qu'il y a un mystère pour cette rivière? Est-ce que je comprends pas? Donc, c'est ce que le professeur a abordé comme aspect. Lorsque j'écrivais l'ouvrage, Le collier de la mort, je me suis posé une question, pourquoi ne pas revenir là où j'ai commencé le récit? C'est ce qui donne un sens à l'histoire. Nous dit, elle n'est pas née au bord de la rivière Madoukou, mais elle est ramassée au bord de la rivière Madoukou. Pourquoi ne pas la ramener mourir dans son pays? Mais j'ai cherché là où elle devait mourir, je n'ai pas trouvé. Elle pouvait mourir dans l'église, entre les mains du prêtre. Mais je n'ai pas réussi à achever son histoire là. Quand j'ai déposé aux éditions, le professeur il me rappelle, il me dit non, le récit là il faut continuer. J'ai dit au professeur que j'envisageais le tome 2 parce que jusqu'aujourd'hui les lecteurs, même votre enseignant qui a pris le soin de lire, se pose des questions, mais nous dit elle est morte. Où est-ce que tu vas commencer avec le tome 2? Mais c'est dans le livre là c'est mentionné. Donc Madoukou, j'ai voulu là valoriser un peu notre pays. J'ai voulu là donner un peu de sens à cette rivière qui traverse le cœur de la ville. Et aujourd'hui, vous êtes élève, celle qui a posé la question, a même écorché le nom de Madoukou. Je suis sûr que tu n'es jamais arrivé là-bas, mais tu passes là tous les jours. Donc c'est pour moi un moyen de valoriser un peu ce qui nous appartient. Donc pour répondre à cette question, d'abord, aujourd'hui j'ai des auteurs qui nous ont impactés. Prenons l'exemple de Tati Luta, qui n'est plus, paix à son âme. Il fait partie des premiers auteurs que j'ai eu à lire. Mais quand j'écris, aujourd'hui, là, c'est parce que moi, dans ma pomme, j'ai ce démangeaison. Au départ, on lisait ces auteurs sans avoir la compréhension. Mais aujourd'hui, je sens ces picotements dans ma pomme qui me poussent à écrire. En 2 semaines, c'est peut-être pas évident pour un auteur. Mais quand je pose ma pomme, j'ai tout de suite envie d'écrire et je ne souffre pas. Donc aussi longtemps que je sentirai ces picotements dans ma pompe, je vais continuer à écrire. Le jour que ces picotements vont s'arrêter, c'est là que je vais m'arrêter. Donc pour dire que je m'inspire des auteurs, oui, je peux le dire à moitié. Il y a Fatou Diom, une Sénégalaise qui m'inspire beaucoup. Il y a Sébène Ousmane que j'ai l'habitude de lire. Il y a beaucoup d'auteurs. Le professeur Mukala Kadima fait partie de ces auteurs, mais à la base, il y a d'abord en moi, je sens cette pression-là qui me donne chaque fois envie d'écrire et je me sens à l'aise quand j'ai écrit ce qui se cache en moi. Ce que j'ai envie de dire, je dois le dire. Coco, Coco Laïla. Selon moi, la poésie, c'est créer. Monsieur Rodrigue a dit qu'il crée le monde, mais moi, je crée des mots. Je dis ce que je ressens avec des mots que je crée. Lorsque je crée ces mots, je les mets dans une logique déterminée, c'est-à-dire dans des images. Parce que le poète ne dit pas ce qu'il ressent ou encore ce qu'il pense avec les mots de tous les jours. Il joue avec des mots. On parlera par exemple des figures de style. Ce sont des images. Lorsque le poète veut dire quelque chose, c'est si rare qu'il vous le dise d'une manière directe ou encore ouverte. C'est en utilisant des figures de style, c'est en utilisant des images. Donc je crée un monde, je crée des mots, je crée des images
pour pouvoir dire ce que je pense ou ce que je ressens. Quant à la poésie, non, je n'ai pas pu me rendre ou encore pu m'évader dans le monde de la narration comme M. Jean Rodrigue. C'est plutôt le ressenti. J'ai commencé avec la poésie, parce que la poésie, c'est le cri du cœur. C'est dire ce que l'on pense réellement, sans pourtant passer par 4 chemins. Et dans le monde, comme le titre le dit, l'écume des mots, aujourd'hui nous sommes en train de voir les mots, donc le pluriel du mal, prendre une vitesse outrancière. Récemment, tous nous avons suivi les médias, nous avons vu comment est-ce que les élèves sont en train de dépraver les mœurs. Et cela laisse indifférent l'auteur que je suis. Donc, au regard de tout ce que le monde est en train de voir, donc les mots qui sont en train de sévir, les valeurs que nous ont inculquées nos parents, nos arrière-parents, j'ai bien pensé dénoncer ces mots-là. À l'intérieur, vous allez lire par exemple l'indifférence de l'homme envers son prochain. Vous allez lire le côté de la mort lorsque nous perdons des êtres chers. Aujourd'hui, nous savons que le mystère de la mort est incompris, mais la mort aujourd'hui ou encore les cérémonies funéraires sont devenues des lieux de fête. Et cela ne me laisse pas indifférent face à cela, cela me pousse donc à dénoncer cela, à critiquer cela avec ma plume, en passant par la poésie. Nous dire d'une manière directe, d'une manière ouverte, donc au lieu de passer dans le monde imaginaire. Quant à la narration, ça viendra avec le temps. Déjà, j'ai terminé une pièce de théâtre qui part sur la dot. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir les dérives ou encore les déboires de nos familles. Donc, j'ai pensé dénoncer cela au travers de la poésie et plutôt la pièce de théâtre. Donc la narration, nous allons évoluer avec pour arriver peut-être avec le temps au roman. Ce que je peux souligner concernant cet ouvrage, l'écume des mots, en fait c'est un recueil qui peint 3 tableaux. Le premier, c'est l'amour d'une manière générale, l'amour agape, l'amour intime, ainsi de suite. Et le deuxième, c'est la description de la nature. Parce que quand vous regardez déjà le tsi que porte le patronyme de mon nom, ça veut dire terre ou patrie. C'est cette terre-là qui nous accueille, cette terre qui nous ouvre grandement ses bras, mais c'est cette terre-là aussi sur laquelle que nous les hommes, nous jetons des ordures, nous jetons tout ce qui n'est pas bien à cette terre-là. Donc j'ai bien pensé décrire la nature, j'ai bien pensé rendre hommage à cette terre ou encore à la patrie, à ma patrie. Et le troisième tableau, c'est donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dénoncer les mots, dénoncer tout ce qui est contraire aux valeurs, tout ce qui est contraire à la vertu, pour que la jeunesse congolaise ou encore les jeunes gens puissent prendre conscience de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec l'évolution du monde, surtout avec la venue de l'Internet. Fidèles téléspectateurs, Madame, Messieurs, dans son recueil de poèmes « L'écume de mots », Monsieur Poncé Sem Essé a rendu un vibrant hommage aux enseignants. Regardez. Moule à caractère didactique qui, dans les écueils du destin, forge à volonté les esprits incultes. L'enseignant, à valeur d'une vieille chaussure, est soumis à l'oubli du caniveau de nos mémoires. De partout, l'on devrait penser à ce panneau qui indique l'excellence, à cette boussole qui conduit vers la réussite pour pouvoir vanter ses qualités, lui qui ôte de l'illettrisme les caveaux peu cultivés. Ô jeunes gens, sachez toujours que vous êtes le fruit du bel arbre lettré. Ne demeurez donc pas accroupétant, ignorant par qui vous avez été façonné. Que serait un monde sans enseignants? Comme le tableau, quoique sa couleur sombre, nous ait appris à lire les mots qui, à l'échelle du bel âge, se sont mutés à des phrases et des textes. Ils méritent nos éloges, chers enseignants qui m'ont tant forgé.
Nul n'a de valeur à mon regard éperdu que vous. C'est de vous que je dois mon savoir, c'est de vous que je dois ma richesse, source de ma noblesse intellectuelle. Je n'aurais pu triompher sans votre cravache. Rien ne peut arracher de ma conscience ce passé que je perçois avec l'œil du souvenir. Je ne crois pas vous avoir trahi. Bien que le temps vous conduise à grande enjambée vers le navire du crépuscule, agréez, chers enseignants, dans la clémence de vos sagesses, mes hommages, suivant les flots du savoir, quelle qu'en soit la faiblesse de mes mots. Je trouve que ce texte interpelle beaucoup les jeunes de ne pas oublier les enseignants qui les ont formés et qui les ont permis de réussir, d'acquérir des connaissances. Et j'aimerais vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a inspiré, qu'est-ce qui vous a poussé à parler des enseignants, à créer ce poème-là? Ce qui m'a inspiré à pouvoir écrire ce poème, c'est comme déjà le contenu le dit. J'ai voulu rendre hommage à l'enseignant. J'ai été élève comme toi ou encore comme vous et ils m'ont enseigné. J'ai eu la chance de tomber dans les bras des bons professeurs, élèves modèles que j'étais. Les enseignants me choyaient et ils m'ont beaucoup apporté. Ils n'ont pas voulu à un seul instant que je puisse dérégler. Du coup, ils étaient là toujours pour m'encadrer. Et l'enseignant, comme je l'ai dit, c'est une boussole ou encore un panneau qui indique l'excellence. Lorsque vous êtes, par exemple, au rond-point au rond-point de Mazala, vous verrez un panneau qui vous indique la direction de la CNRTV. Mais ce panneau-là ne se déplace pas. Ce panneau est là. Mais ce panneau vous dit que si vous vous rendez sur cette avenue-là, vous irez droit à la CNRTV. Et donc, c'est ce que les enseignants font. Les enseignants vous apportent le savoir, ils vous donnent des connaissances. C'est pour que demain, vous puissiez réussir. C'est pour que demain, vous soyez des cadres, des dirigeants de ce pays, des femmes de valeur, des hommes de dignité. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai bien pensé rendre hommage à l'enseignant. Aujourd'hui, l'enseignant est souvent oublié. Lorsque nous passons une classe ou encore nous quittons l'école qui nous a formés, nous oublions carrément l'enseignant. D'aucuns même, lorsqu'ils aperçoivent l'enseignant arriver, ils changent de direction. Nous oublions que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à l'enseignant. Je l'ai même dit, que serait un monde sans enseignant? Pour être un médecin, tu dois être formé. Pour être je ne sais qui dans ce pays, tu dois être formé. Même un menuisier, il doit être formé. Parce qu'on doit lui dire des mesures ou encore des dimensions qu'il doit prendre. C'est donc cet enseignant-là qui instruit. Voilà ce qui m'a poussé à rendre hommage à l'enseignant. Madame, Messieurs, les deux auteurs congolais, Monsieur Jean-Rodrigue Ngakoso et Monsieur Poncé Sem Essé, nous ont fait découvrir leurs livres. Alors, quelles leçons retenir? Alors, tout ce que moi je peux dire à ces jeunes qui sont en face de nous, c'est de lire ces livres. Quelqu'un a dit, si on veut cacher le secret à un noir, prenez le secret, mettez dans le livre. Il ne lira jamais. Dans ce livre-là, nous avons mis beaucoup de secrets et j'aimerais que vous puissiez découvrir ces secrets-là. La seule manière, c'est de lire. J'ai vu tout à l'heure, quand je tournais à ma gauche, j'ai vu le jeune qui a le collet de la mort en main. Tout de suite, je me suis mis à poser des questions. S'il m'arrivait de poser l'autographe sur son livre, qu'est-ce que je lui dirais? Simplement que la littérature est comme un fleuve qui coule. Elle emmène les anciens, elle accompagne les anciens et emmène les nouveaux. Parce qu'il a le livre là entre ses mains, il peut devenir un écrivain. Seulement s'il prend soin de le lire. Parce que moi, à son âge, je n'ai pas assisté à de tels événements. Vous voyez, continuez avec vos initiatives. Nous allons continuer à vous envoyer des livres. Monsieur Poncé, à vous le tour. Après l'éloquence de Jean-Rodrigue, sinon dire merci, un mot qu'on peut scinder en deux, mer pour regarder son étendue, et si pour confirmer ce que nous venons de dire ou encore de faire ici.
Merci aux responsables de l'école. Une très belle initiative. Hier, l'écrivain a été conçu comme un extraterrestre. Où est-ce qu'on pouvait le voir? Mais aujourd'hui, les élèves peuvent voir l'écrivain, peuvent côtoyer l'écrivain, peuvent discuter avec l'écrivain. C'est vrai qu'on discute déjà avec l'écrivain dans son ouvrage. À vous, chers élèves, je vous conseille vivement de suivre d'abord les conseils de vos instituteurs, de beaucoup lire, parce que c'est grâce à ça que vous deviendrez ce que ce pays pourra compter pour changer le décor de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et ensuite, écrivez. J'ose croire que parmi vous, il y a ceux qui grattent déjà quelques textes. Écrivez et écrivez encore. Merci. Dans un instant, fidèles téléspectateurs, nous allons clôturer cette émission. Alors, nous voulons comprendre la politique du complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Le complexe Saint-Luc-Marissa s'est lancé également ce défi de faire partie de ce réseau des écoles françaises de l'étranger. Et nous espérons d'ici maximum 2 ans, parce que quand on fait la demande d'homologation, c'est la démarche que Saint-Luc-Marissa a eu à faire. Donc Saint-Luc-Marissa s'est inscrite dans cette demande d'homologation afin que d'ici au maximum 2 ans, parce que évidemment quand on demande l'homologation, le temps d'étudier le dossier, la démarche dure environ 18 mois. Voilà pourquoi nous nous sommes fixés 2 ans. Mais cela n'empêche, dans la procédure, dès lors que vous faites la demande d'homologation, tout de suite vous devez déjà respecter le système, le programme de l'éducation française. Donc, dès la première année, donc dès cette rentrée 2020-2021, Saint-Luc-Marissa a fait la demande pour le primaire. Et évidemment, la demande se fait en plusieurs étapes. Il y a une première partie concernant le primaire, étant donné que nous avons aussi le secondaire. Une fois l'homologation obtenue, nous ferons la demande évidemment pour le secondaire, donc le collège et le lycée. Pourquoi l'initiation de la langue anglaise dès le préscolaire, donc dès la maternelle, dès la petite section? Pour la simple et bonne raison, nous nous inscrivons dans la politique de l'AFE. Comme je l'ai défini, dans la politique de l'AFE, il y a la partie qu'on appelle plurilinguistique, qui consiste à ce que, évidemment, les écoles françaises dans le monde entier, il y a l'enseignement du français, mais également il y a l'enseignement de ce qu'on appelle de la langue des pays hôtes, donc les pays d'accueil, et évidemment de la langue anglaise, qui est au sens, je pense, de tout le monde. Nous partageons tous cette réalité. La langue anglaise est l'une des langues où vous avez plus la facilité à communiquer avec les autres. Donc c'est pour ça, dès la maternelle, dans la politique de l'AFE, nous, les enfants, dès la petite section, commencent dans l'initiation à la langue anglaise. Donc au travers des chants, au travers de la manière de se présenter, parce qu'il est quand même essentiel de pouvoir se présenter en anglais. Donc voilà à peu près. Hello. Hello. How are you? I'm fine. And? Okay, tout le monde. And you? And you? And you? And you? All right, I am fine too. Now, our guest doesn't know your name, so it is important for you to introduce yourself. That's why each one of you is going to introduce himself. And I'm going to ask the question to you, and you're going to answer it. All right, let's start by that lady. Stand up. What's your name? All right, one clap for her. Stand up. What's your name? My name is Karen. All right, thank you. One clap. Stand up, boy. What's your name? Yaka. All right, thank you. Thank you. Stand up. What's your name? My name is Clara. Very good. One clap for her. Thank you. My Okay, name is Matthew. right, one clap. What's your name? My name is Matthew. Some members that I'm going to tell him to touch. Okay? So let's start by Clara. Okay, Clara, stand up. Touch your head.
touch your shoulder, touch your belly, touch your back. Thank you very much. Sit down. One clap. Okay, let's go with that spot. Okay, touch your head, your shoulder, your belly, and your back. Very good. Sit down. Thank you. One clap. Yes, good. Touch your head, touch your shoulder, touch your belly, and your back. Johnny, Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. Telling lies. No, Papa. Open your mouth. One clap for yourself. Okay, let's sit down again. I think that we're not going to take much time. And let's do that peekaboo. Let's go. Peekaboo, peekaboo, peekaboo. I see you. Let's go again. Peekaboo, peekaboo, peekaboo. I see you. Very good, children. C'est notre première année et c'est une année que j'appellerais de grands travaux. Quelle est la particularité de Saint-Luc-Marissa pour cette année? Tout simplement, dès la première année, étant donné que la demande d'homologation a été déjà faite et nous avons eu la visite de l'ambassade de France, nous avons commencé ce qu'on appelle le programme français. Évidemment, vous entendez dans le pays, il existe plusieurs écoles françaises. Il est probable, mais je peux vous rassurer que nous avons fait la démarche. La particularité de Saint-Luc-Marissa, c'est que Saint-Luc-Marissa a un numéro inscrit auprès de l'AFE qui a déposé sa demande pour faire partie du réseau des écoles françaises. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 535 écoles dans le monde entier qui sont gérées, pilotées par l'AFE. Et parmi ces écoles, je vais vous brosser juste très rapidement. Au niveau des écoles françaises à l'étranger, il en existe 3 types. Vous avez l'école à gestion directe, c'est-à-dire ce sont des écoles françaises à l'étranger, mais dans, comment dirais-je, les enseignants, le système de gestion est géré directement par la France. Ensuite, vous avez des écoles conventionnées. Les écoles conventionnées françaises, vous avez Saint-Exupéry, le lycée français Saint-Exupéry de Brazzaville, ainsi que le lycée Charlemagne, qui sont des écoles qu'on appelle conventionnées. Donc ces écoles sont gérées par l'association des parents d'élèves, constituée des membres qui ont été votés par des parents, leur permettant d'assurer la gestion de ces écoles. Ensuite, vous avez des écoles partenaires. Et c'est dans ce domaine-là que Saint-Luc-Marissa s'inscrit. Saint-Luc-Marissa s'inscrit en tant qu'école partenaire du réseau. Donc, école partenaire, la gestion de ces écoles peut être dirigée, pilotée par un groupe de personnes qui ont décidé de mettre leurs efforts, que ce soit des efforts financiers, des efforts intellectuels, des efforts de gestion ensemble pour administrer l'école. C'est ce qui fait la différence. Donc ces personnes peuvent être des associés de l'établissement. Donc par exemple pour cette école, c'est un consortium de personnes qui ont eu cette vision pour créer une école digne de ce nom, qui est capable d'offrir non seulement un environnement agréable, mais une qualité d'éducation. On peut avoir l'environnement, si on n'a pas la qualité d'éducation, ça ne sert à rien. Donc il faut systématiquement les deux. Et pour réaliser d'ailleurs ce projet, la particularité, c'est qu'on a eu aussi comme partenaire, comme associé, comme appui, notamment, si je peux me permettre de citer le nom, la Banque congolaise de l'habitat, la Banque BCH, qui a soutenu ce projet financièrement. Ça a été construit avec un emprunt bancaire qui a permis de réaliser notamment ces travaux. Et pour l'heure, quelle est la différence encore une fois? C'est que Saint-Luc-Marissa a déjà eu la visite d'un des membres de l'ambassade de France, parce que évidemment, qu'est-ce qui représente les agences qu'est-ce qui représente en fait l'agence pour l'enseignement français à l'étranger? C'est l'ambassade de France. L'ambassade de France est le partenaire, le futur partenaire déjà je devrais dire, puisqu'on est rentré dans le réseau, et le partenaire également de l'école. Donc ça va se faire sur plusieurs visites. Nous avons déjà eu droit à une visite
Il y a une autre visite qui devrait être programmée entre janvier et avril et d'autres visites probablement pour valider l'accès au réseau. C'est terminé pour cet après-midi, Madame, Messieurs. Nous disons merci à Télé Congo, la chaîne nationale. Merci au complexe scolaire Saint-Luc-Marissa. Merci à Soleil Kunga qui est à la fois monteur et caméraman de cette émission. Merci à vous, téléspectateurs du monde. Au revoir et à dimanche prochain. Coco,